le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Jeudi 29 juillet 2021, quatrième sortie de la page internationale pour cette semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François Smith, Jean-Julien. Robin sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Au Pérou, Pedro Castillo prête serment et promet une réforme de la Constitution. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle péruvienne le 19 juillet, après un scrutin très serré face à son adversaire de droite Keiko Fujimori, Pedro Castillo a prêté serment le 28 juillet au Congrès, à la capitale du pays, Lima. L'événement a eu lieu le jour où le Pérou célébrait le bicentenaire de son indépendance. Voici un reportage de nos confrères de la RT. Comme un symbole, Pedro Castillo a prêté serment le jour du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Un pays marqué par la corruption et la pauvreté et qui fait désormais confiance à un homme du peuple. C'est la première fois que notre pays sera gouverné par un paysan, une personne qui appartient, comme beaucoup de Péruviens, aux classes sociales qui ont été opprimées pendant tant de siècles. C'est aussi la première fois qu'un parti politique formé à l'intérieur du pays remporte ses élections de manière démocratique. C'est l'une de ses promesses. Pedro Castillo veut mettre fin à la corruption dans un pays marqué par de nombreux scandales politiques. Nous devons éradiquer la corruption, mais pour ce faire, nous devons punir sévèrement et fermement tous ceux qui s'y livrent. Les chantiers sont de taille pour le nouveau président, à commencer par la gestion de la crise sanitaire. Au Pérou, 195 000 personnes sont mortes du Covid, soit le taux de mortalité le plus élevé au monde par rapport à la population. Une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique. Le pays, déjà pauvre avant la pandémie, s'est effondré ces derniers mois, avec une perte de 2 millions d'emplois et une chute de 11% de son PIB en 2020. Et pour le relancer, Pedro Castillo veut réformer la Constitution de 1993, qu'il accuse de favoriser l'économie de marché. Je vous annonce que nous soumettrons au Congrès de la République, dans le strict respect de la procédure de réforme constitutionnelle prévue à l'article 206 de la Constitution actuelle, un projet de loi de réforme de la Constitution. Pedro Castillo devra également gouverner pour un peuple en attente de réponse et qui veut désormais avoir son mot à dire dans la reconstruction du Pérou. C'est le début d'une histoire démocratique où, pour la première fois, le peuple va contribuer à façonner ce gouvernement. C'est un paysan originaire du fin fond du Pérou et nous en sommes heureux. Toute la population de San Juan de Lurigancho et du Pérou le soutiendra maintenant qu'il a fait une déclaration allant dans le sens d'un changement de la Constitution. Pour Pedro Castillo, reste désormais à convaincre un Parlement où il ne dispose pas de la majorité et habitué à une politique ultralibérale depuis 25 ans. Le chef de l'État devra aussi rassurer le peuple, méfiant envers la gauche depuis le Sentier Lumineux, le parti communiste radical péruvien, auquel on impute la mort de 70 000 personnes dans les années 1980 et 90. Aux États-Unis, Svetlana Tikhanovskaya reçu à la Maison-Blanche. Le président américain Joe Biden a reçu la leader de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, aux États-Unis. Une rencontre suivie de près par la Bélarussie. Voici un reportage signé Euronews. Aucune vidéo de la rencontre n'a été diffusée, mais toujours est-il que Svetlana Tikhanovskaya a été reçue à la Maison-Blanche. La leader de l'opposition bélarusse a rencontré le président américain Joe Biden. Un préalable, espère-t-elle, à une intensification des sanctions américaines et européennes contre le régime du président Loukachenko et avant tout une marque de reconnaissance. C'est comme un message envoyé au monde entier, que le plus grand pays du monde est avec nous.
J'ai demandé de l'aide pour maintenant, mais aussi de l'aide pour l'avenir, après les changements dans notre pays. Et bien sûr, nous avons parlé de l'indépendance du Bélarus, du fait que l'indépendance et la souveraineté constituent des valeurs majeures pour les habitants du Bélarus, et que dans le cas où un pays pourrait abuser de la faiblesse du régime, les États-Unis seraient à nos côtés à ce moment-là. Avec le cliché de sa rencontre avec Svetlana Tiranovskaya, Joe Biden a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il assure que les États-Unis se tiendront aux côtés du peuple du Bélarus dans sa quête de démocratie et des droits de l'homme. Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko a été réélu en août 2020, aux dépens notamment de Svetlana Tiranovskaya. L'Occident a refusé de reconnaître les résultats de ce scrutin, qui a donné lieu à Minsk et dans les autres villes du Bélarus à une vague de contestation sans précédent. Direction la Guinée équatoriale, un groupe de 6 militaires français arrêtés en Guinée équatoriale. Les autorités locales n'excluent pas que cet incident militaire soit une opération d'espionnage et de provocation de Paris. Voici un reportage signé Africa News. Entre la France et la Guinée équatoriale, les couteaux sont tirés. 6 militaires français ont été arrêtés à Bata, leurs hélicoptères ayant été immobilisés dans la seconde ville du pays après son atterrissage mercredi. Jeudi, les autorités équato-guinéennes ont affirmé que l'appareil avait atterri sans autorisation. Malabo n'exclut pas une opération d'espionnage et une provocation de Paris. Les autorités françaises, par contre, avancent la thèse d'escale technique à Bata. L'équipage, selon elle, disposait des autorisations nécessaires. Cet incident survient après la condamnation définitive en France de Théodorine Obiang, vice-président équato-guinéen, dans le cadre de l'affaire dite de Biamalaki. Le fils de Biangema avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 déjà à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ces biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Direction la Tunisie, le président Kais Saied dénonce le vol de 13,5 milliards de dinars aux Tunisiens. Lors d'un message diffusé à la télévision mercredi, le président tunisien Kais Saied a déploré que 13,5 milliards de dinars, soit 4 milliards d'euros d'argent public, a été volé aux Tunisiens par des centaines de personnes promettant un compromis judiciaire, ce qui rendrait l'argent. Voici un reportage signé France 24. Le président de la République était plutôt attendu sur la nomination d'un nouveau chef du gouvernement depuis qu'il a limogé le précédent, Hichem Mechichi. Mais hier, il a plutôt choisi de parler de mesures qui sont très fidèles en fait à son programme électoral de 2019 et des mesures qu'il a défendues même avant de se présenter au présidentiel lors des débats qu'il faisait autour de la Révolution. Ces mesures concernent, comme vous l'avez dit, une sorte de réconciliation avec des hommes d'affaires corrompus sous l'ère Ben Ali qui ont volé ou spolié l'argent de l'État via des détournements de fonds publics ou bien en ne payant pas leurs impôts. L'idée, c'est de leur demander d'investir dans les régions les plus défavorisées et dans des projets publics qui seront choisis par des comités régionaux au sein même de ces régions par ordre de priorité et en proportion de l'argent qu'ils ont volé à l'État, donc à savoir par exemple des projets d'hôpitaux ou d'écoles. Le président a aussi annoncé vouloir la baisse des prix face à l'inflation dans le pays qui a dépassé les 5%. Il y a beaucoup de souffrance, selon ces mots, des Tunisiens par rapport à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Et c'est pour cela qu'il s'est d'ailleurs réuni avec le président de l'UTICA, le syndicat patronal, à propos de cette question-là. Et puis il a également annoncé sur la gestion de la pandémie la création d'une cellule dirigée par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur en coordination avec la direction de la santé militaire qui devra donc complètement superviser le processus de gestion de lutte contre le Covid-19. Lilia, de quel soutien bénéficie Kais Saied ?
Alors actuellement, il a le soutien sous condition, bien sûr, de respecter la légalité de la Constitution et de donner aussi des garanties, notamment s'engager à respecter le délai constitutionnel de 30 jours pour mettre en place ces réformes. Donc il a le soutien sous condition, comme je vous le disais, de l'UGTT, une puissante centrale syndicale, qui d'ailleurs a proposé une feuille de route qu'elle va rédiger dans les prochains jours et qu'elle va proposer au gouvernement. Il a le soutien de quelques formations politiques, même si certaines pour l'instant ne sont toujours pas d'accord avec le président de la République sur notamment l'application de l'article 80 de la Constitution. Et puis c'est du côté des chancelleries étrangères, par contre, il y a une inquiétude face au fait que le président de la République n'a toujours pas nommé pour le moment un chef du gouvernement. La France, par exemple, via Jean-Yves Le Drian, a demandé à ce que cette nomination se fasse assez rapidement. Avant de fermer ce journal, parlons des changements climatiques dans le monde. Changement climatique, les scientifiques fixent une liste alors que la planète est plongée dans une succession de catastrophes naturelles. Les experts du climat de l'ONU se penchent sur les défis imminents. Voici un reportage signé Radio-Canada. Des feux intenses sur la côte ouest, des inondations en Chine et en Europe, des températures extrêmes partout sur la planète. Le dérèglement climatique est plus que jamais à l'ordre du jour. The decisions nations make in the next few months will likely determine whether we will or will not ultimately limit global temperature rise. C'est aujourd'hui que le GIEC commence à huis clos 2 semaines de discussion entre des centaines de scientifiques et de responsables de 195 pays pour déterminer la nouvelle liste mondiale des priorités climatiques, la première depuis 2014. À l'intérieur de ce rapport-là, on va trouver en fait la science la plus à jour pour mieux comprendre en fait les éléments physiques, géophysiques des changements climatiques, comment la science a évolué depuis 2014. Le rapport du groupe d'experts sur le climat va alimenter les discussions qui auront lieu en novembre prochain en Écosse pour déterminer d'abord les objectifs internationaux à atteindre, puis ensuite les moyens d'y parvenir. Mais on sait déjà que la barre sera haute. On estime que depuis les 50 dernières années, les événements climatiques extrêmes représentent 50 des désastres, 45 des décès et 74 des pertes économiques à l'échelle mondiale. Pour ralentir cette tendance lourde, il faudra au moins atteindre l'objectif de l'accord de Paris, soit une hausse maximale de 1,5 degré de la température mondiale. Le pari, c'est quel sera l'avenir? Est-ce qu'on travaille pour que cette hausse se limite à 1,5 ou est-ce qu'on est dans un mode de laisser aller en matière énergétique? Les rapports du GIEC ne sont pas réservés aux experts. Dans le passé, ils ont souvent servi de tremplin au mouvement populaire. Ces grandes manifestations-là ont servi en fait pour parler davantage des questions scientifiques et comment on devait en fait mieux utiliser la science. C'est le 6e rapport que déposera le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat depuis 1988. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. Ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation télé. Bel temps pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Côté météo pour aujourd'hui, petite bataille entre le soleil et les nuages à Boston. 79 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, rendez-vous c'est pour demain. Au revoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.